votre programme avec la Chambre des notaires de la Cour d'appel de Toulouse. Bonjour et bienvenue dans cette émission au cours de laquelle nous allons étudier les conséquences de la situation budgétaire française. Alors vous le savez, en ce début d'année 2025, la France n'a toujours pas de loi de finances. On va analyser avec des experts, la Chambre des notaires, les conséquences sur votre quotidien. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Maître Céline Schwartz. Bonjour et bienvenue. Bonjour Gilles. Alors vous êtes notaire à Toulouse et membre de l'Institut d'études juridiques du Conseil supérieur du notariat. Donc vous êtes la personne idoine pour nous répondre. Alors c'est vrai qu'en ce début d'année, en général, on doit discuter la loi de finances qui est déjà votée. Ce n'est pas le cas cette année parce qu'on est dans un contexte politique un peu particulier. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les différents épisodes politiques qui nous ont amenés jusque-là ? Alors effectivement, au lieu de vous présenter la loi de finances, je vais vous présenter la non-loi de finances. Et pour comprendre le contexte très particulier dans lequel nous sommes en ce début d'année 2025, il faut revenir un peu en arrière, début décembre 2024. Donc début décembre 2024, le 4 décembre, le gouvernement, donc à l'époque de Michel Barnier, a engagé sa responsabilité en utilisant le maintenant très célèbre article 49 alinéa 3 de la Constitution. S'en est suivi le vote d'une motion de censure qui, cette fois-ci, a été adoptée et donc le gouvernement est devenu automatiquement démissionnaire. Donc il n'y a pas pu y avoir, comme traditionnellement, le vote d'une loi de finances pour l'année 2025 sur la fin d'année 2024. Alors quel est l'impact sur le processus législatif ? Alors le gouvernement a utilisé une faculté qui existe également dans la loi de finances, dans la Constitution, c'est de faire voter une loi spéciale. Cette loi spéciale a été votée le 20 décembre 2024 et elle a autorisé le gouvernement à faire deux choses, et on y reviendra sans doute, seulement deux choses. D'une part, continuer à percevoir les impôts tels qu'ils étaient déjà existants, et d'autre part, continuer à pouvoir emprunter, puisque nous savons que l'État français est, on va dire, relativement endetté, et qu'une bonne partie du financement de l'État repose sur l'emprunt. C'est vrai. Alors, les Français se sont posé une question, et je pense qu'ils se la posent encore. Alors, pourquoi il n'a pas été possible d'indexer le fameux barème de l'impôt sur le revenu, qui va de facto imposer des Français un peu plus ? Alors, justement, dans le cadre des discussions relativement brève, mais quand même existante sur cette loi spéciale, il avait été envisagé le dépôt d'un amendement qui prévoyait, comme chaque année, que les tranches de l'impôt sur le revenu soient indexées sur l'inflation. Cependant, sur ce point précis, il a été demandé l'avis du Conseil d'État, et le Conseil d'État a jugé que là, on sortait finalement du cadre très étroit de la loi spéciale, puisque la loi spéciale, elle autorise simplement à continuer de percevoir les impôts tels qu'ils ont été votés. Et là, il s'agissait finalement de changer les modalités de calcul de l'impôt, et donc ce n'était pas possible dans le cadre de cette loi spéciale. Et effectivement, si les revenus des Français ont augmenté, ça va automatiquement augmenter le montant de l'impôt qui sera dû. Bon, donc ça, c'est plutôt pas une bonne nouvelle. Alors, est-ce qu'il est possible de créer de nouveaux impôts dans l'actuel projet de loi qui reprend son cours ? Parce que là, le gouvernement a décidé de reprendre les débats parlementaires là où il s'était arrêté. La loi de finances avait déjà commencé son parcours législatif. Elle était arrivée au Sénat. Donc, est-ce que dans ce cadre-là, on peut voir de nouveaux impôts arriver ? Alors, effectivement, pour l'instant, le financement de l'État repose, donc, on l'a vu, sur quelque chose qui est vraiment un dispositif d'urgence, et ça ne peut pas être une solution à long terme. Donc il y a urgence à doter l'État français d'un budget. Et donc le gouvernement, maintenant, de François Bayrou, a pris le parti de faire une procédure, on va dire, assez accélérée, de reprendre finalement les discussions là où plus ou moins elles en étaient restées quand la motion de censure a été votée. Ça, c'est pour gagner du temps. Voilà. Et donc là, il y a eu la semaine dernière le discours de politique générale, et les discussions ont de suite commencé. On peut penser que pour accélérer encore, on passera par ce qu'on appelle une CMP, une commission mixte paritaire. La commission mixte paritaire, c'est une commission qui est constituée de parlementaires des deux chambres, donc Assemblée nationale et Sénat. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, la liberté du gouvernement est quand même très étroite, puisqu'on ne peut pas, au dernier moment, rajouter des dispositions qui n'étaient pas prévues au début des discussions.
Donc ça veut dire que peut-être que de cette CMP va sortir un consensus et qu'on va aboutir sur une loi de finances pour 2025 ? On espère, parce que c'est urgent qu'on ait quand même un budget. Alors, qu'est-ce qui va être voté concrètement ? Donc, il va être voté, on espère, d'ici le mois de février, peut-être mars au plus tard, enfin la loi de finances 2025. Voilà, il va être voté la loi de finances 2025. Et pour savoir quel va être son impact, en fait, il faut comprendre quel est l'impact de la loi fiscale dans le temps. Alors, je ne vais pas faire un cours de droit et encore moins un cours de droit fiscal, mais je vais rappeler 4 principes finalement assez simples que tout le monde connaît sans le savoir en matière d'application de la loi fiscale dans le temps. Le premier principe, c'est la mutabilité. C'est-à-dire ? Il n'y a pas de droit acquis du contribuable, même s'il y a des dispositifs favorables et qu'ils étaient prévus pour une plus longue période. Il est possible, dans le cadre d'une nouvelle loi, de les supprimer, mais de les supprimer pour l'avenir. Donc ça, c'est le premier principe. Le second principe, c'est possible pour l'avenir et donc ce n'est pas possible pour le passé. Et le second principe, c'est la non-rétroactivité. Donc le principe, c'est qu'il faut que la loi fiscale soit stable, qu'elle soit sécurisante pour le contribuable et on ne peut pas a posteriori changer les règles. Donc le principe de base, c'est que la loi fiscale n'est jamais rétroactive, sauf éventuellement dans certains cas. Et ça résulte d'une jurisprudence du Conseil constitutionnel qui a jugé que les seuls cas dans lesquels on pouvait avoir une loi fiscale rétroactive, c'est quand il s'agissait d'un motif impérieux d'intérêt général. Très bien. Troisième principe, qui est au nom un peu barbare, la rétrospectivité fiscale. Et donc là, pour mieux le faire comprendre, je vais prendre un exemple simple. Allons-y. C'est l'impôt sur le revenu. Quand vous avez des revenus qui sont imposables à l'impôt sur le revenu, par exemple un salaire qui tombe tous les mois ou pour les propriétaires un loyer, vous avez une multitude de faits imposables au fur et à mesure de l'année. Pour autant, ils ne sont pas chacun imposés de manière différente. C'est à la fin de l'année, au 31 décembre, donc là vous avez votre fait générateur de l'impôt, et on a une seule règle pour la totalité de l'année. Et donc, une loi fiscale pour 2025, elle va s'appliquer à la totalité des revenus 2025, qu'ils aient été perçus avant ou après le vote de la loi. Et là, il ne s'agit pas d'une rétroactivité, donc c'est parfaitement légal. Alors, il y a un principe, le dernier, qui est très intéressant, que j'ai découvert en préparant cette émission avec vous, c'est l'application immédiate de la loi annoncée. Alors, expliquez-nous. Alors, en anglais, on appelle ça le fair announce. Et donc, ça veut dire que parfois, une loi peut être votée, par exemple, au 31 mars, mais s'appliquer à une loi antérieure à la date à laquelle elle a été annoncée. Alors, ça peut être par le porte-parole du gouvernement à la sortie du Conseil des ministres. Ça peut être annoncé à l'oral. Voilà, ça peut être lors des débats parlementaires. Et dans ces cas-là, alors il y a 2 objectifs contraires qui peuvent justifier cela. Soit permettre aux contribuables de bénéficier plutôt d'un dispositif favorable, soit au contraire éviter des effets d'aubaine. Et oui, par exemple, si un porte-parole dit la flat tax, on va la porter à 35%, l'idée, c'est que dès que ça a été annoncé, c'est acquis. Voilà, et on reviendra peut-être plus tard sur la flat tax. Alors, quelles sont les conséquences sur le quotidien des Français de tout on va dire, cette instabilité de la loi fiscale ? Alors, je n'ai pas forcément beaucoup de certitudes, mais je vais vous dire ce dont déjà nous sommes sûrs et ce qu'on peut éventuellement supposer. Et pour que ce soit plus simple, je vous propose de faire impôt par impôt. D'accord. Donc l'impôt sur le revenu, donc on va voter en 2025, comme on l'a dit, les règles d'imposition pour 2025 qui vont s'appliquer à tous les revenus 2025. Nous avons vu que le principe, c'était la non-rétroactivité. Donc, a priori, ce qui va être voté là dans les semaines qui viennent ne va pas concerner les règles d'imposition des revenus perçus en 2024. Très bien. La seule question qu'on peut se poser pour répondre à une question que vous avez posée tout à l'heure, c'est l'indexation des tranches de l'impôt sur le revenu. Ah oui. Là, éventuellement, alors je n'ai pas de réponse sûre à 100%, mais éventuellement, beaucoup d'experts pensent qu'on pourrait avoir sur ce point précis une rétroactivité et que ça pourrait rentrer dans le cadre de la jurisprudence du motif impérieux d'intérêt général. Que vous soulignez tout à l'heure. Bon, voilà. Ça sera à suivre de près. Hein.
Alors, sur l'impôt sur les sociétés, pour toutes les entreprises qui sont soumises à cet impôt, le fait générateur, là, ce n'est pas le 31 décembre comme pour les particuliers, c'est la date de clôture de l'exercice social. Alors, effectivement, on a souvent en tête des exercices sociaux qui sont calés sur l'année civile et donc avec une clôture au 31 décembre. Mais il y a des exercices sociaux qui se terminent à d'autres dates, et par exemple au 31 mars. Et donc là, c'est assez simple. Si la loi est votée, elle va s'appliquer aux exercices sociaux qui vont être clos après cette date. Je donne un exemple. Loi votée 15 février. Si la fin de l'exercice social est 31 janvier, ça ne s'applique pas. Si c'est 31 mars, ça va s'appliquer. D'accord, c'est clair. Maintenant, des deux impôts plutôt pratiques et finalement assez liés au notariat, donc les droits de mutation à titre gratuit et les impôts qui sont liés aux transactions immobilières. Alors c'est quoi les droits de mutation à titre gratuit, pour faire simple, c'est les impôts qui sont dus dans le cadre des donations ou des successions, c'est-à-dire à chaque fois qu'on reçoit quelque chose sans en payer le prix, d'où le à titre gratuit. Et donc là, il faut aussi se demander quel est le fait générateur. Donc le fait générateur pour une donation par un notaire, c'est la date de l'acte. Pour un don manuel qui, par exemple, va être déclaré aux impôts, ça va être, je simplifie, la date de révélation aux impôts, donc la date de la déclaration. Et pour une succession, le fait générateur va être le décès, donc de la personne dont on va régler la succession. Donc là, s'il y a des modifications sur ces droits de donation ou de succession, ils vont s'appliquer qu'aux opérations qui seront postérieures au vote de cette loi et dont le fait générateur sera postérieur. Et c'est particulièrement important puisque dans le cadre des débats, on avait entendu parler éventuellement de modifications sur le fameux pacte Dutreil. Ah oui, donc exact. Le pacte Dutreil, c'est le dispositif fiscal favorable qui permet une transmission d'entreprise dans le cadre familial à moindre coût. Donc là, ça ne s'appliquerait que pour les transmissions qui interviendraient postérieurement au vote de la loi. Oui, c'est bon à savoir, hein. Et les transactions immobilières. Alors, dans les transactions immobilières, le cœur des Français adore l'immobilier. Dans l'immobilier, il y a deux parties. Il y a le vendeur, il y a l'acquéreur. Le vendeur, l'impôt dont il est éventuellement redevable, c'est l'impôt de plus-value immobilière. Et donc là, le fait générateur, c'est la date de l'acte. Donc, si jamais il y avait une modification du calcul ou des modalités d'imposition à la plus-value immobilière, ça ne s'appliquera que pour les actes qui seront signés après le vote de la loi. Et ce qu'il faut noter, c'est que souvent, en matière de plus-value, le législateur donne en fait une sorte de laps de temps pour ne pas mettre en difficulté les gens qui seraient déjà engagés dans un processus de vente et leur changer les règles en plein milieu. Donc, en général, ça s'applique 3 ou 4 mois après le vote de la loi. De l'autre côté, on a l'acquéreur. Donc, l'acquéreur, il paie des frais d'acquisition. Et j'insiste, ce ne sont pas des frais de notaire. Non, ce ne sont pas ça ne va pas chez les notaires. Dans les frais d'acquisition, la majeure partie sont des impôts et plus précisément des droits d'enregistrement. Et dans les droits d'enregistrement qu'il paye, il y a une bonne partie qui va au département. Il avait été annoncé... Des MTO. Voilà. Et il avait été annoncé, notamment par Michel Barnier, qu'éventuellement, ces droits seraient augmentés. Mais en fait, ce n'était pas directement dans la loi de finances. En fait, il y a 2 niveaux d'autorisation. C'est-à-dire qu'il était prévu que l'État autorise les départements à augmenter ses droits. Et après, chaque département devait choisir s'il augmentait ou pas. Et s'il augmentait, de combien, puisqu'on lui mettait un plafond, mais on n'était pas obligé d'aller jusqu'au plafond. Et donc là, effectivement, tout dépendra de la décision qui sera prise par chaque département. Donc en fait, il y a 2 instances qui doivent délibérer. Voilà, d'abord le Parlement. Il faut que ce soit prévu par le Parlement et qu'après, chaque département, individuellement, choisisse ou non d'augmenter, et si oui, de quel montant et à partir de quelle date. Alors, dernier impôt, les dividendes qui sont taxés du prélèvement forfaitaire unique, le fameux PFU, flat tax, qu'est-ce qu'il en est ? Alors, effectivement, c'est là où nous retrouvons la flat tax. Donc, actuellement, depuis 2018, les dividendes sont imposés de manière forfaitaire, donc on appelle ça la flat tax, 30%. Sur ces 30%, il y a 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Mais ce n'est pas un prélèvement libératoire, c'est-à-dire que ce n'est pas définitif. Donc,
ça peut être éventuellement modifié. Donc tout va dépendre en fait de la date à laquelle les dividendes ont été perçus. Si c'est des dividendes qui ont été perçus sur l'année 2024, les règles de l'impôt sur le revenu, nous l'avons vu, pour 2024, elles ne peuvent plus être changées. Donc a priori, ça va rester à ce montant-là. En revanche, s'il y a des dividendes qui sont perçus en 2025, là en fait, le dividende, son imposition définitive, c'est une imposition à l'impôt sur le revenu. Donc, le fait générateur, comme on l'a vu, c'est 31 décembre. Donc là, il pourrait y avoir un changement de règle fiscale. Alors, est-ce que vous pouvez, peut-être on va essayer de résumer, de faire une conclusion de tous ces échanges. Le gouvernement s'est déclaré favorable à une reconduction dès le 1er janvier de plusieurs dispositifs clés et qui impactent directement la vie des Français. Alors, effectivement, il y a certains dispositifs dans la loi fiscale qui soit sont reconduits d'année en année ou peut-être de 2 ans, 3 ans. Et ne pas avoir de loi fiscale au 31 décembre 2024, mécaniquement, fait que ces dispositifs aujourd'hui n'existent plus. Et donc le gouvernement, par communiqué de presse, donc c'est le nouveau gouvernement de François Bayrou, par communiqué de presse en date du 31 décembre, a déclaré que, pour sa part, il était favorable à ce que certains dispositifs puissent s'appliquer dès le 1er janvier 2025 pour que les contribuables n'en perdent pas le bénéfice. Alors lesquels ? Alors, je ne vais pas vous faire la liste parce qu'elle est très longue, mais je vais prendre 3 exemples simples. Premier exemple, l'abattement qui existe pour le départ en retraite du chef d'entreprise. C'est un abattement égal à 500 000 euros qui permet que la plupart des cessions de TPE, PME soient exonérées de plus-value. Aujourd'hui, il n'existe plus. Ah oui ? Normalement, il devrait revenir. Donc ça, c'est plutôt pour les petits patrons ? Voilà, ouais. Oui, parce que c'est limité à 500 000 euros. Donc, il y a également des mesures en faveur de l'agriculture et également, le troisième exemple, ce qu'on appelle les régimes fiscaux zonés. Et notamment, on a les zones franches urbaines ou les quartiers prioritaires de la ville. Donc actuellement, ce sont des dispositifs qui ne sont plus en vigueur puisqu'ils sont devenus caducs au 31 décembre. Mais le gouvernement souhaite les reconduire. Donc donc c'est quelque chose que sans doute on verra dans la loi de finances. Très bien. Merci Maître Schwartz de nous avoir apporté ces éclairages sur un sujet technique mais qui concerne la vie quotidienne des Français. Alors on rappelle que vous pouvez aller voir votre notaire si vous avez des questions. Il y a des émissions sur Via Occitanie, mais il y a aussi le contact direct dans les études. Il y a également les journées notariales qui sont organisées à Toulouse, Albi, Foix et Montauban en général chaque printemps. Vous pouvez consulter gratuitement des notaires qui vous accueillent. En général, c'est sur une place publique. Et d'ici là, je vous donne très bientôt rendez-vous pour un nouvel échange avec la Chambre des notaires. C'était votre programme avec la Chambre des notaires de la Cour d'appel de Toulouse.